Le, le point de départ de ton dernier roman, on le lit dans Faille, justement. Et à la lecture de Faille, on est très frappé, on reste sur le choc, et puis le roman sort, Guillaume et Nathalie. Là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-René tout à l'heure. Quand le tremblement de terre a eu lieu, voilà, j'ai été pétrifiée, je pense, pendant 48 heures, ne sachant pas quoi faire et me disant finalement le poids des mots face au malheur, qu'est-ce que ça peut être? Et puis, 3 jours après, je me suis dit, si je me tais, si je n'écris pas, parce que c'est tout ce que j'ai comme parade face à ce malheur, c'est que le malheur m'aura eu 2 fois. C'est-à-dire en me faisant souffrir, et en même temps en m'empêchant, en m'ôtant la seule arme que j'ai, l'écriture. Donc j'ai commencé à écrire, à prendre des notes. D'abord, je ne savais pas du tout quelle forme allait prendre ce texte. Des bouts de papier, et je notais tout ce que je voyais. Je me suis fait un devoir d'aller dans les rues de Port-au-Prince, d'aider des gens, je prenais des notes. Donc ça a pris l'allure d'une chronique. En même temps, ça a réveillé en moi toutes les interrogations possibles autour d'Haïti, donc c'était un peu un essai. Et quand le 4e jour, je suis passée dans la rue où j'avais commencé à imaginer mon couple, tout ça, je passe et on ne se rend pas compte à quel point l'espace, on a des repères. Et je me dis, mais c'est drôle, je fais marche arrière et je me rends compte que l'immeuble n'existait plus, que tout avait basculé. Et je te pose des questions. Et quand on me dit, mais non, tous les gens qui étaient là sont morts. Et là, j'ai fait un effort surhumain. Je me suis dit, la meilleure façon de ne pas laisser mes personnages dans la poussière, c'est encore de commencer à leur donner forme et vie sur le papier. Et c'est comme ça que j'ai donc une ébauche de roman, Guillaume et Nathalie, dans le texte Faille, qui, au bout du compte, s'est avéré un texte hybride sur à la fois cette chronique autour du tremblement de terre, des questions sur l'histoire, sur le rôle des ONG déjà, sur les rapports Nord-Sud, où je présente Haïti comme une matrice des relations Nord-Sud quand on prend l'histoire d'Haïti, donc, et des rapports Sud-Sud quand on pense au rôle qu'a joué Haïti par rapport à l'Amérique latine, quand on a aidé toute l'Amérique latine et on n'a pas été invité au Congrès de Panama au début du 19e siècle. Au rôle phare Haïti qui a même aidé la Grèce, on a envoyé 100 soldats aider les Grecs à avoir leur indépendance et je crois du café pour qu'ils puissent vendre sur les marchés internationaux. Et je me dis tout ça, bon. Et en même temps, je me dis, je suis un écrivain, donc mes personnages, je dois les faire vivre à partir de ça. Et ça a donné ce texte très hybride qui s'appelle Faille. Et le mot m'est venu tout de suite parce que à la faille géologique, je pouvais donc ramener toutes les autres failles de notre société. En fait, quand Marivaux, on parle de problèmes de caste, de classe, et oui, il y a beaucoup de failles dans cette société. Et quand j'ai écrit après Guillaume et Nathalie, je me suis rendu compte que dans ce texte faille, il y avait à la fois des retours et des rappels de la couleur de l'aube, et en même temps annonçait déjà Guillaume et Nathalie que donc il y avait comme 3 textes qui se tenaient. Mais je ne l'avais pas prévu de cette façon-là. Voilà, c'est l'écriture qui m'a mené jusqu'à ce résultat-là. Ce qui est très très... Pour les gens qui étaient à Paris, qui travaillent autour d'Haïti, etc., peu à peu, on s'est dit, tiens, toutes nos prises de notes, toutes nos bases de données, et Dieu sait qu'il y en a, allaient fonctionner désormais comme des espaces mémoriels. Parce qu'on en a des photos, on a des informations, on a plein de choses. Et quand Guillaume et Nathalie est sorti, dont l'histoire s'arrête au mois de décembre 2009, on s'est dit, tiens, on rencontre les mêmes préoccupations, c'est-à-dire essayer de voir comment, voilà, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est plus là, etc. D'abord, pour Guillaume et Nathalie, je dois dire que la réception, c'était comment se fait-il une histoire d'amour entre un homme et une femme? J'ai dit oui. Ben oui, il y a des gens qui tombent amoureux en Haïti, ça existe. Oui, ça arrive, ça. C'est un garçon rencontre une fille. Oui, donc c'était...
Et je savais que là, que j'allais sur un terrain un peu difficile, mais j'ai tenu bon. Elle est architecte. Ah, il y a des architectes en Haïti. J'ai dit oui, il y a des architectes. Il y a même une histoire de l'architecture depuis le début. Voilà. Et là, j'ai tenu bon. Parce que je savais que une histoire érotique où il y a question du corps noir, c'était quelque chose de très délicat. Parce qu'il y a tous les fantasmes sur le corps noir et tout ce que nous-mêmes aussi, nous avons intériorisé. Donc, il fallait une histoire d'amour entre un homme et une femme, aujourd'hui en Haïti, comment ça se passe dans la classe moyenne. Et cette classe moyenne aussi, il faut le dire aujourd'hui, qui se réduit comme une peau de chagrin. Et on imagine très peu le désarroi de ces classes moyennes aujourd'hui en Haïti. Souvent, la femme part à Montréal, à Miami ou je ne sais où. Le mari reste en Haïti et ça fait des familles complètement éclatées aujourd'hui en Haïti. Et je voulais donc, à partir de ce fonds social, parler d'une histoire d'amour et aussi mettre en... Parce que la mutation m'intéresse énormément de voir, parce que souvent on présente Haïti comme une société figée, mais il y a tellement de choses qui se passent. Alors les mutations, c'est comment ce décalage générationnel, il a quand même 50 ans, 50 et quelque chose, elle est dans la trentaine. Et montrer comment la jeune génération ne voit absolument pas la société comme les gens de ma génération la voient. Et ne pas porter de jugement. Parce que c'est un monde qui est en devenir, qui est en mutation, et je voulais juste la situer là. Et situer l'histoire dans une universalité. En Haïti aussi, les gens tombent amoureux. Voilà. Une histoire qui est syncopée. Je me tourne vers toi, Guy Régis, parce que justement, les textes que tu as publiés, les mises en scène que tu as assurées, que tu as réalisées, pardon, justement, sont de cet ordre-là, de quelque chose qui a à voir, et critique ce que je vais dire, du déferlement, de quelque chose qui avance, je pense en particulier de toute la Terre, le grand effarement, quelque chose qui prend comme ça en écharpe avec une très très grande force, comme quelque chose, comme une foule qui ne s'arrête pas, qui avance, qui à un moment donné s'arrête, prend une autre direction, etc. Enfin, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, ce que j'ai écrit sur la plupart de tes textes. Donc, et tu ne l'as pas contesté. Donc, je te pose la question. Comme ça, tu ne peux que dire oui, c'est ça? Non. Comme ça, tu peux dire non, c'est pas du tout ça, et tu t'es planté. C'est bien arrivé, cette question. J'entendais parler, là, toutes les questions et les réponses, et je me dis... si ça continue dans 10 ans ou dans 20 ans, j'attends le suicide d'un auteur haïtien. De toujours revenir sur les mêmes questions, sur longuement le tremblement de terre, qu'on est toujours obligé, et j'ai l'impression que, je me dis que c'est la mauvaise presse qu'on a qui fait ça. Je n'entends pas cette mauvaise presse sur d'autres pays, quoi. Et pour me mettre face à ça, justement, quand je travaille, je puise dans une passion, quoi. Dans une envie. Ce que j'aimerais entendre, par exemple, là, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont ici, et c'est des comédiens, en plus, ils sont jeunes. Ce que j'attends, moi, je ne sais même pas d'attendre dans 2 ou 3 ans, c'est de voir, ou même maintenant, d'être dans ce pays et d'aller voir des choses et d'aimer voir ce que je vais voir, de dire qu'en Haïti, je vois du théâtre et que j'ai l'impression que cette mauvaise presse aussi nous accable et qu'on rentre là-dedans aussi et qu'on ne pense qu'à ça, qu'on pense qu'on a un pays qui a vécu une longue dictature, un pays où il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps. C'est très difficile de se défaire de ça. Et à chaque rencontre où je vais comme écrivain, c'est toujours les mêmes questions. Et c'est très dur de vivre ça. Et c'est pour ça que je parle de comment se suicide peu.
je me dis, qu'est-ce que ferait un Canadien, parce qu'il se suicide beaucoup, hein, Jessie, elle est partie. Qu'est-ce que ferait un Canadien si, à chaque fois qu'il vient en tant qu'écrivain et qu'il a les mêmes questions sur le... Quand on tourne autour de ça, qu'est-ce que ça fait à quelqu'un? Alors que j'ai jamais... Bien sûr, je suis bien conscient de ce qui se passe en Haïti. Le tremblement de terre, je n'étais pas là. Mais je l'ai vécu comme un humain, un individu. Bien sûr, je suis rentré en Haïti, j'ai travaillé. Et je n'ai jamais été poussé par la misère haïtienne, poussé par le mal haïtien, le mal-être, la douleur. Et j'ai toujours pris les questions haïtiennes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme des questions qui pourraient arriver à d'autres pays, sauf qu'on n'est pas comme tous les autres pays où on a une histoire particulière. Mais cette histoire particulière, je trouve que c'est important aussi de la regarder comme une histoire à côté d'autres histoires, d'autres peuples, quoi. Voilà. Et donc, dans mon travail, c'est ça que je suis, cette passion, cette envie. Je serais roumain, je pense que j'aurais la même passion d'écrire et de créer. Voilà. Donc, déferlement, oui, par cette envie-là et par cette passion-là, quoi. Mais justement, on peut rebondir sur ce que tu viens de dire et qui est tout à fait juste. Mais la simple présence ici et la simple multiplication des publications, des expositions, de la présence et de la visibilité de l'art haïtien dans la plupart de ces dimensions, qui ne datent pas du séisme, on est bien d'accord. L'année qui a précédé le séisme, il y a 13 prix littéraires à Paris, enfin quelque chose comme ça. Donc ça date pas du séisme, mais c'est pas simplement ou c'est pas seulement la question d'un rapport négatif. Mais justement, le simple fait qu'on soit là et que la question soit posée montre bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, et là je te remercie, de la passion. Et d'une passion qui est enracinée dans une histoire, et dans une histoire des plus anciennes. 1804, les premiers textes sont publiés, et on est en train actuellement de les ressortir et de les découvrir. Bien, donc là, il y a cette présence-là qui est importante et qui est essentielle, mais en même temps, il y a toutes ces étapes, il y a tous ces accidents, toutes ces présences qui font que, eh bien, on en tient compte. Mais moi, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, parce que bon, il faut que vous voyez comme voilà. Je lisais Umberto Eco avant-hier, parce que je traduis et que c'est un livre sur la traduction. Ça parlait de sémiotique, mais moi, j'ai envie, dans des conférences, qu'on entende parler de ça, de traduction, de textes, de questions beaucoup plus techniques, tiens, entre guillemets. Je ne dis pas qu'on doit travailler. Moi, je travaille beaucoup sur les textes de Citeaux à l'école nationale des arts. Je traverse les textes de Citeaux. De Citeaux Cavé. De Citeaux Cavé, qui est un auteur et poète, dramaturge haïtien. Je dis qu'il ne faut pas nécessairement mettre de côté plein de questions généralisantes, mais c'est surtout, pour moi, cette mauvaise presse qui m'embête, en fait, et qui nous empêche de parler de jeunes qui sont slameurs en Haïti et qui ont des textes, qui nous empêche de découvrir un Saint-Éloi qui est un très grand sculpteur, parce que quand il est là, il va y avoir tout de suite la question comment il arrive à sculpter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on n'élude pas la question, mais voilà, c'est ça que je veux mettre sur la table. Je me souviens de ce film de Maxence Denis consacré aux sculpteurs de la Grand Rue, et on voit un des sculpteurs, je m'excuse, je me souviens plus de son nom, qui dit « Moi, je récupère dans les poubelles, dans les poubelles des pays riches, je fabrique une sculpture, et puis Guillotot, je leur renvoie dans leur salon. » Et dans le film, il a ce geste-là. Hey, mais on l'a dans notre salon. Tu comprends? Mais il n'y a pas que lui qui fait ça. Je pense que dans d'autres pays aussi, on fait de la récupération. Tu vois. C'est juste la question, c'est comme c'est lui qui le fait en Haïti étant,
C'est ça qui est gênant. On attend le suicide. C'est vrai que c'est vrai, ça m'embête. Il a déjà eu lieu, le suicide, voyons. On y a assisté en direct avec Yannick. À Saint-Malo, on a assisté quasiment à un suicide qui était assez clair. D'une parole. Restons discrets quand même. On reste discret, mais d'une parole qui s'est mise à dérailler toute seule et en public. Enfin, c'était assez impressionnant. Voilà. Oui, non, c'était. Ça concerne une personne que nous connaissons. Enfin, il y a quelque chose de dramatique qui s'est produit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une espèce de décrochage, c'est fini. Il n'y a plus de prise sur le réel. Il y a quelque chose qui se dévide. Je voulais réagir sur ce que disait Guy Régis. C'est vrai que c'est très, très, très ennuyeux pour un créateur d'être soumis à ses limitations et à ses clichés, à ses stéréotypes. Parce que souvent, on vous dit, et puisque vous êtes auteur d'un pays du Sud, parce que ce n'est pas seulement Haïti, hein, il y a peut-être certains thèmes qui vous sont interdits, comme moi, mettre en scène un architecte ou une histoire d'amour. Mais on ne peut pas faire comme si cette question n'existait pas. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et c'est vrai que cette posture occulte toutes les subtilités, et c'est pour ça qu'elle a occulté, par exemple, tout le 19e haïtien, parce que ces attitudes et ces fantasmes viennent de l'ignorance, de la méconnaissance. Ces gens méconnaissent, on vous dit, ah oui, il n'y a jamais rien eu en Haïti, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire d'Haïti. Même nous autres Haïtiens, on nous enseigne mal l'histoire d'Haïti à l'école, déjà. Deuxièmement, c'est vrai que tu as un fantasme aussi de pays qui, quand nos ressortissants arrivent ici, ce sont des minorités visibles. C'est un pays de Noirs. Donc, Haïti, c'est... regarde de quoi les Noirs sont capables quand ils ont leur indépendance très tôt. Ça a servi aussi à ça. Troisièmement, aujourd'hui, on met Haïti aussi dans des cases et on est incapable de voir, par exemple, les mutations. Tu parles de jeunes générations, de ce qui se fait aujourd'hui. Tu parles de slammer, tu parles de musique qui se fait tout à fait différemment. Mais il y a aussi la mutation des langues, du statut des langues en Haïti. Aujourd'hui, le français a énormément reculé et la jeune génération est beaucoup plus tournée vers l'anglais et même l'espagnol. Les populations sur la frontière vont en République dominicaine à l'école, beaucoup d'entre eux, et reviennent en Haïti l'après-midi. 3 fois plus d'étudiants qui parlent à l'université en République dominicaine que dans l'université publique haïtienne. Et certains d'entre eux commencent à écrire en espagnol. Mais si on reste avec il faut être sensible, justement, aussi, à ce qui se passe sous nos yeux. Comment cette nouvelle génération, avec un conditionnement complètement différent du nôtre, comment va-t-elle réagir? Parce que le français, qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait une faute de français, ça renvoie à un statut social. Il n'y a aucune inhibition par rapport au créole. Ce n'est pas étonnant non plus, et là je suis très contente de voir que l'émergence, un peu avant le séisme, mais après le séisme, l'énergie de jeunes qui font beaucoup d'expériences théâtrales. C'est très intéressant, c'est très encourageant. Et quand on n'a pas du tout recommencé la construction physique de la capitale, il suffit d'aller dans certains lieux qui ont été tout à fait pris d'assaut par des jeunes et qui font des événements culturels, artistiques et de création au bas de la ville de Port-au-Prince. Donc, on ne pourra pas faire fi de ce regard. Parce que non seulement il nous regarde, et nous avons été aussi nous-mêmes travaillés par ce regard de l'autre. Donc il nous faut aussi nous en défaire. Mais en même temps, c'est bien, parce que je crois que les jeunes aujourd'hui font avec des choses tout à fait nouvelles, et des conditions tout à fait nouvelles, et des formes d'expression nouvelles. Il faudrait peut-être qu'ils commencent à prendre la parole dans la salle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Jean-René, Michel? La question, parler ou non du tremblement de terre, c'est pas vraiment la question. Si le sujet doit être abordé, qu'on l'aborde. C'est l'instrumentalisation du tremblement de terre pour qu'il rentre dans un espèce de fantasme occidental, d'un délire compassionnel à l'égard d'un pays. Ça, c'est plus problématique. Après, qu'il y ait, comment dire, un dialogue entre ici et là-bas,
au sujet de cet événement qui est quand même un événement qui met en question le monde entier finalement. Ça, je pense que c'est important que des artistes haïtiens s'emparent de ce drame pour en plus en faire de la mythologie. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a que ça qui permet de vraiment regarder le gouffre. C'est de pouvoir trouver, selon moi, les mots pour en parler. On le voit dans la psychanalyse à un certain moment que la douleur peut vraiment vous détruire totalement et que le fait de pouvoir l'exprimer, la définir avec le plus de précision, ne vous console pas, ne vous guérit pas, mais vous permet encore de rester debout. Et la manière dont énormément d'artistes haïtiens sont capables de transfigurer ce qu'ils vivent, et ce qu'ils vivent n'est pas forcément exclusivement douloureux, il est beaucoup plus complexe que ça. Ça me paraît intéressant. Ce qui me paraît plus inquiétant, c'est l'incapacité qu'on a à regarder ce qu'ils font, à lire ce qu'ils font, à écouter ce qu'ils font, et une espèce de grille de lecture qu'on pose sur des objets artistiques qui ne disent pas qui ne disent pas la réception qu'on en a ici. Comme s'il y avait un espèce d'a priori du spectateur, du lecteur, de l'éditeur, du décideur, du journaliste bunélien qui vous interviewe dans certaines émissions, et que là, on se trouve dans une espèce de prison totale où on vous met automatiquement une jupe de paille et un anneau dans le nez, et il est ensuite très, très, très difficile, en gardant son calme, d'expliquer qu'on n'est pas du tout ça, et qu'on est beaucoup moins sauvage que le journaliste qui nous interroge. Sur la transfiguration du séisme, je me permets juste de mentionner ici la publication du dernier roman de Louis-Philippe d'Alembert, qui fait du séisme à Port-au-Prince un objet mythologique. C'est-à-dire que le séisme a eu lieu il y a 25 ans et le personnage, lui, se retrouve pris dans celui de l'Aquila, qui a eu lieu en fait un an avant celui de Port-au-Prince. Mais Louis-Philippe d'Alembert a vécu les deux. Voilà, mais précisément, là, ça devient un objet littéraire avec un traitement qui est complètement différent. Michel, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, rien de particulier. Bien, je vous propose, pendant le grand quart d'heure, les 20 minutes qui restent, de faire circuler un micro. Vous avez certainement des questions à poser à nos invités. La première question étant difficile, est-ce que quelqu'un veut poser la seconde tout de suite ? Oui. C'est une question toute simple, savoir les lecteurs, le public, qui sont-ils ? Qui lit ? Qui s'intéresse au théâtre ? Parce que là, on a parlé de la production. J'avais envie d'entendre parler de la réception des œuvres. Oui, en Haïti, oui. Bon, qui lit ? Yannick disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas beaucoup de lecteurs. Enfin, ce qui n'est pas vrai, qu'elle pouvait... tu vas préciser. Oui. C'est-à-dire que son œuvre est lue en Haïti et en dehors d'Haïti également. C'est pour ça qu'elle disait aussi qu'elle pouvait éventuellement s'adresser à 10 millions de lecteurs, si j'ai bien compris, si je ne déforme pas ta pensée. Le problème, c'est que le livre n'est pas d'accès facile en Haïti, tout simplement. C'est pas tellement une question on dit souvent que c'est une question de langue, français-créole. Pour moi, c'est pas l'obstacle majeur. L'obstacle majeur, c'est le prix. C'est le prix des livres qui est inaccessible à beaucoup de gens et pas obligatoirement, quand je dis inaccessible, pas obligatoirement seulement aux plus pauvres. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment très très cher et qu'il faut réfléchir à deux fois. C'est pour ça que je disais aussi en parlant de Focal tout à l'heure que ça avait commencé par l'accès à la lecture, parce que nous avons
à faire à une jeunesse scolaire, universitaire, etc., qui est absolument avide de lecture. Donc, moi, quand je vois, par exemple, à la bibliothèque à Focal, les files d'attente de jeunes qui attendent de rentrer pour pouvoir lire, et je me dis qu'il n'y a pas de problème de réception. Il y a un problème d'accès, tout simplement. Il y a des bibliothèques comme celle de Focal ou les autres petites bibliothèques qui sont ou pas du réseau de Focal, parce qu'il y en a d'autres, elles devraient être beaucoup plus nombreuses. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Gaëlle Bien-Aimée, je suis comédienne et journaliste. Et c'est par rapport à la question de Marie-Agnès, c'est nous qui allons au théâtre, étudiants, jeunes, passionnés, fous. On ne sait pas comment on va s'y prendre, on ne sait pas, mais en même temps, on s'en fout. Au fond, la frustration va venir après, mais on le fait quand même. Donc, on y va à fond. C'est nous qui allons au théâtre, voilà. Et par rapport à ça, il y a vraiment une demande. Et moi, mon rêve, en tant que comédienne au pays, c'est d'avoir cette culture de se déplacer pour aller voir une pièce de théâtre, comme c'était dans le temps. Quand ma mère me raconte qu'elle était jeune et que le Rex Théâtre, enfin, c'est un théâtre qui n'est plus, enfin, après le tremblement de terre, qui avait des files d'attente interminables. Des files d'attente interminables. Et quand mon père me dit qu'il sortait, parce que mon père, il est réalisateur, qu'il sortait du lycée pour aller regarder des films dans des cinémas qui n'existent plus. Donc, ça me donne une idée d'un pays que je n'ai pas connu et qui, moi, excuse-moi, je gode, je suis très idéaliste, je gode espoir que mes enfants pourraient trouver ça. Donc, par rapport à ça, le rêve que j'ai, c'est que les jeunes se déplacent. Et moi, avant, je vais vers eux. Parce que j'ai un projet, j'ai un solo que je l'ai rêvé, je l'ai monté, enfin, voilà, je l'ai joué. Et je vais jouer dans les universités, dans 15 universités, et je le fais cette année. Moi, c'est mon défi. Je vais vers les étudiants, je joue sur la cour, sans projecteur, rien, avec un micro, c'est le seul truc que j'aurai, c'est un micro sur moi, parce que je veux jouer sur la cour, je veux jouer pour eux. Premièrement, pour dire que j'existe en tant qu'artiste, pour donner à ces jeunes-là qui se retrouvent à la faculté d'ethnologie et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas envie de faire ça », qui se trouvent à la faculté de médecine qui disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» Comme moi, je me suis trouvée à la faculté de linguistique appliquée, mais vraiment, je me réveillais dès matin, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, voilà. Moi, je porte un rêve comme ça, en tant que jeune j'ai trouvé un cinéma, j'ai 25 ans, j'allais au cinéma quand j'étais toute jeune. Il n'y avait plus de cinéma, j'avais 20 ans. Plus de cinéma, quoi, plus de salle de cinéma, 20, 21 ans. Enfin, il y avait des problèmes, plus de salle de cinéma. Donc moi, je ne me plains pas. Je fais partie de ces jeunes, enfin, je ne me plains pas. Il n'y a pas de temps pour ça. Comme dit Guy Régis, on bosse. On bosse, il n'y a pas de temps à perdre, à se plaindre. Okay? Donc, pour rebondir, c'est nous qui allons voir des pièces de théâtre, c'est nous qui fréquentons tout le temps la Focale. Moi, je passe des journées, je ne vais pas au bureau, au journal, ils se plaignent beaucoup. Je passe du temps et à la bibliothèque de la Focale. C'est moi aussi qui joue des fois et qui viens assister. Parce qu'en tant que journaliste, c'est toujours un prétexte, il y a un spectacle. Finalement, mon rédacteur en chef me dit, mais il y a quoi d'autre, Gaëlle? J'ai dit, bon, du théâtre, encore et encore, voilà. Donc, c'est des passionnés comme moi, comme ces deux slameurs-là qui sont derrière, Jasmuel et Mercure, qui sont venus avec ce truc de slam. Parce que moi, avant, j'écoutais du slam, mais j'écoutais les slameurs étrangers. Et ils écrivent. Ils jouent 10, 12 textes, mais plein de textes dans les soirées, mais c'est un truc de fou. Voilà. Il y a nous, on existe et on est fiers de ça. Merci.
Oui, mon intervention n'a plus du tout d'intérêt puisqu'elle voulait justement demander aux jeunes qui viennent d'Haïti et qui sont là ce qu'ils pensaient de cette question pour qui, pourquoi, qui est une question qui me semble un peu délicate, ambiguë, justement. Et je rejoins un peu Guy Régis quand il dit mais pourquoi on nous pose, ou Yannick quand elle dit mais on nous pose toujours les mêmes questions, etc. Le pour qui, pourquoi, je ne sais pas si Michon, quand il écrit, se demande pour qui et pourquoi il écrit et qui va le lire. Donc cette question, moi, me semblait un petit peu délicate. Mais avant, je voulais prendre le micro pour le donner aux jeunes qui étaient là. Ils ont peut-être des choses à dire eux aussi sur la création actuelle, sur leur rôle. Mais c'est un peu trop tard. On m'a devancé. Bon, je voudrais juste rebondir sur la question du prix du livre. C'est vrai que c'est un frein. Et en 2000, quand j'ai fait paraître Dans la maison du père, j'ai été une des premières à demander à ma maison d'édition de me laisser les droits pour Haïti afin de faire paraître le livre dans une édition haïtienne. Ça revient 4 ou 5 fois moins cher. Et aujourd'hui, tous les écrivains haïtiens qui publient à l'étranger ont cet accord avec leurs éditeurs de pouvoir faire éditer le livre en Haïti, et ça revient 5 fois moins cher. Donc ça fait quand même une grande différence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, Haïti, c'est un pays de paradoxes, c'est vrai. Par exemple, il y a cette fameuse journée, là, la foire du comment ça s'appelle ? Livre en folie. Livre en folie. C'est une vraie folie, parce que ce jour-là, il y a une banque du pays qui paie 40% du prix du livre. Je vous assure qu'il y a des gens qui font leur marché de l'année, avec une liste, et ça dure. Alors maintenant, aujourd'hui, ça fait la 3e fois qu'ils changent de local parce que ça a un succès monstre. Donc il y a des gens qui viennent et qui font leurs emplettes de l'année. Donc les titres apparaissent une semaine avant, et les gens ont le temps de choisir. Il y a même maintenant la capacité d'acheter par Internet, tout ça. Donc, en même temps, bon, on se plaint beaucoup parce que les gens sont dépassés par la foule, l'organisation. C'est dire qu'il y a quand même des efforts, en dehors d'efforts de gens qui ont des bibliothèques, pour que le livre soit un petit peu plus accessible. Mais on est très loin du compte, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand on pose des problèmes techniques comme ça. Je veux dire, c'est vrai, parce qu'il faut passer par là, quoi, pour bien comprendre les choses. Alors, si pour Yannick, qui est romancière, les livres sont chers, on ne les trouve pas, alors Jean-René et moi, alors, comme dans le monde entier, les gens, ils lisent pas beaucoup de théâtre. Et j'ai d'autres questions techniques comme ça. Par exemple, en Haïti, on se plaint, on sait qu'il y a une criminalité très grande, voilà. Mais la première cause de mortalité en Haïti, c'est comme en France, c'est la route. C'est comme tous les pays, quoi. Non, c'est pas la route. Si. En France, c'est pas la route. Ah, et ça a changé il n'y a pas longtemps, c'est devenu... Si, c'est la route. Pour revenir sur la question de la réception, ce dont je me suis rendu compte en allant relativement régulièrement en Haïti depuis de longues années, c'est qu'au début, quand j'y travaillais en collaboration avec l'Institut français, c'était que le public qui venait au spectacle était presque exclusivement un public des beaux quartiers, un public bourgeois qui venait entendre la langue française qu'il avait envie d'entendre, sans grande envie d'être dans une mixité sociale. Et quelque chose qui, vraiment, où il y a eu un changement d'année en année, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui s'est approprié un outil, entre autres l'outil de Focal, parce que je le connais mieux, et qui a un rapport totalement décomplexé maintenant, d'une part avec la culture et d'autre part avec la langue française. Il n'y a plus maintenant cette espèce de respect compassé à l'égard de la langue, et il y a cette circulation, ce passage entre le créole et le français, même dans les spectacles où on peut utiliser l'un et l'autre. Il se trouve que dans le Marivaux, par exemple, il y a les deux, et cette génération, moi je l'ai vu vraiment émerger depuis, disons, une dizaine d'années, et j'ai vu aussi même le problème que ça a posé à la bourgeoisie qui parfois, pas tous, qui parfois hésitent à descendre au centre-ville parce qu'elle ne va plus avoir des spectacles élégants et divertissants comme elle avait à sa disposition il y a quelques années, et elle va se retrouver
devant des spectacles qui sont des interrogations, des spectacles qui ne donnent pas des réponses, mais qui souvent posent des questions, qui sont parfois fragiles, etc., mais qui ne peuvent pas les conforter, comment dire, dans leur pouvoir économico, artistico, intellectualistico, voilà, bourgeois. Et ça, je crois que c'est une grande victoire. Et même si beaucoup d'artistes travaillent dans des difficultés réelles, une des difficultés étant qu'on joue très peu, on joue 3 fois, on joue 4 fois, on joue beaucoup dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de 4 chemins, et après, pendant l'année, c'est la disette, mais ça n'enlève pas, d'après ce que j'ai vu, ça n'enlève pas l'énergie, l'appétit et la curiosité. Et ce qu'il y a de très très beau, c'est cette disponibilité, c'est-à-dire la première fois que j'ai parlé aux comédiens pour les auditions, je leur ai demandé, dites-moi comme ça à brûle-pourpoint, un livre qui vous a passionné. Et la diversité des univers littéraires qui m'a été proposée, où on passait de Yannick Lahens à Atik Rahimi, enfin, c'était absolument passionnant. Et je me dis que là, il y a un ferment. La grande problématique, c'est au niveau de la formation, je crois qu'il y aurait, pour le théâtre, parce que c'est ce que je connais le mieux, il y aurait vraiment la nécessité d'une formation continue. C'est ce qui manque en Haïti, parce qu'il y a de très belles initiatives, mais les ateliers peuvent être quelque part du saupoudrage. Et c'est pas, je ne veux pas lancer des critiques, mais les ateliers pourraient vraiment avoir leur force si à côté de ça, les artistes et les jeunes comédiens pouvaient être accompagnés sur le long terme par un formateur qui apprend le b.a.-ba, qui apprend les règles, en l'occurrence du théâtre. Ça s'appelait le Centre dramatique franco-haïtien. On a connu un peu cette histoire il y a très très longtemps. On ne va pas non plus sans arrêt épiloguer sur ce qui a disparu et qui n'existe plus. Mais il y a eu, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des moments, et peut-être qu'il y a des choses à réinventer parce que ça ne correspondait plus à une réalité. Comme l'Institut français ne correspond, à mon sens, plus à ce qu'il était il y a 30 ans ou 40 ans. Ça n'a rien à voir. Et que la dynamique qui doit être, qui est en cours, ces modifications, ces syncopes. Moi, je trouve qu'on est dans une esthétique de la syncope très très souvent, de changement de rythme, de bifurcation, et pas de quelque chose qui est linéaire. C'est là-dessus qu'il faut peut-être articuler nos propres fonctions, nos propres missions, nos propres rôles. Maintenant, sur la question de pour qui, il y a quand même, il faut quand même faire très très attention parce qu'on a, et ça Yannick le sait, on a quand même un certain nombre de personnes en Haïti qui zappent, je dirais, les systèmes de reconnaissance en Haïti même. Et donc, il y a des textes qui circulent sur la planète ou qui vont directement à des éditeurs. Et qui nous fabrique de laïcianité à bon compte. Et là, il y a un vrai souci. J'en parle en connaissance de cause. Je reçois beaucoup de manuscrits et je ne sais pas quoi en faire. Je les refile à qui les veut. Mais tiens, si tu veux, Guy Régis, je t'en passerai. Mais tu vas voir, on fabrique en Haïti de laïcianité pas chère. Hein. Et donc là, la question, elle devient très très troublante. C'est pour ça que la question de savoir pour qui on écrit à ce moment-là, elle revient. Je suis bien d'accord, je suis placé dans une extériorité qui fait que, effectivement, je suis le critique, je regarde, je suis chargé